le Cantal. Le fromage? Je vois que c'est bon. Oui, mais là on parle de la région. D'où vient le fromage? Une terre de légende, de mystère, de magie. De fromage. Mais la ferme? Ouais, là où il y a des vaches, là, pour faire le fromage, du coup. Ouais. Je lève. Légende donc, car on a tendance à vite l'oublier, mais nos régions sont remplies de légendes, nimbées de mystères. Chaque village, chaque bourgade ont leurs propres mythes, leurs propres histoires, leur propre folklore, où magie se mêle à la tradition, où l'on côtoie les fées, les monstres, et parfois même la mort. La mort! Celle du chapeauté 2? Non mais rentre chez toi en fait. Et justement, le folklore du Cantal transpire dans chaque image de cette série, qu'est le Collège Noir. Oui, parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo, en fait, hein, donc si t'en venais un petit peu au fait au lieu de parler de fromage. Hein, franchement. Le Collège Noir, à la base, c'est une bande dessinée illustrée et scénarisée par Ulysse Malassagne. On parle de la BD sur ma chaîne secondaire si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé, mais si on veut résumer mon avis dessus, pour moi c'est une très bonne BD, avec un design atypique, entre chibi et réalisme, avec tout de même un trait de crayon très saccadé rappelant un peu ce que fait Johann Sfar ou Hugo Pratt. L'ombrage a aussi une importance toute particulière dans l'œuvre, ce qui paraît logique vu l'ambiance sombre qui se dégage du scénario. La part belle est au mouvement, ce qui est super, le découpage est somme toute assez classique, et la BD est séparée en chapitres. Il y a 3 tomes parus entre 2016 et 2019, le 3e tome étant la conclusion de la série. Du coup, l'adaptation a été faite par Ulysse Malassagne, parce que c'est aussi le cofondateur du studio La Cachette qui a produit la série. Enfin... C'est qui Ulysse? Ulysse Malassagne est né en 1989 à Aurillac, dans le Cantal justement. Il est né dans le fromage. Il est le fils d'un père comédien de théâtre et d'une mère artiste peintre. Il a également 2 frères plus jeunes. Et je me demande si son frère, ce serait pas lui. Y a pas d'ambiguïté. Enfant, Ulysse s'intéresse très vite à l'heroic fantasy et apprécie notamment Hayao Miyazaki et le comics Bone, ce qui va façonner son style de dessin. Après ses études en art appliqué, il part vivre en 2007 à Paris pour étudier le cinéma d'animation à l'école des Gobelins. Ah, parce qu'il y a une école pour les gobelins? C'est très intelligent le gobelin, mais c'est pas la plus gentille des créatures. Il y réalise son premier film de fin d'études, Le Royaume, en 2010, avec 2 copains, Oussama Bouacheria et Julien Cheng. Mais les 3 compères font face à un constat, les producteurs traditionnels ne financent plus les projets 2D. Oh merde! Oh, c'est con ça! L'animation 3D est à la mode et l'animation 2D est apparemment trop coûteuse, du moins c'est ce qu'ils disent parce que c'est vrai qu'au Japon, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais de toute façon, la 3D ça n'intéresse pas les 3 amis. Ils partiront donc chacun de leur côté pour faire leurs armes. Tirez pas! Bouacheria s'envole pour le Japon, où la 2D a encore de beaux jours devant elle. Il y fait un stage de storyboarder au sein du studio Satellite. Là-bas, le mode de production est très stressant, et le rythme de production est effréné. Mes horaires c'était midi, minuit, mais normalement les horaires c'était midi, 5h du matin pour les autres. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Et c'était super cool, j'ai beaucoup appris, mais je me suis dit que j'ai pas envie de mourir là-bas. Cheng, lui, de son côté, profite du training program de Disney pour parfaire ses compétences en visual development et character design. Quant à Malassagne, il continue à garder un pied dans l'animation, mais commence surtout sa carrière de bande dessinée. D'abord en publiant quotidiennement dans le magazine Cho, puis en 2013, Ulysse publie ses 2 premiers albums de bande dessinée. Le premier étant Jade, un album d'aventure dans le style de Spirou et Tintin aux éditions Glénat. Ensuite, il publiera le premier tome de la série de bande dessinée Kairos, aux éditions Ankama. D'ailleurs, déjà dans Kairos, on retrouve la passion qu'a Ulysse pour les mangas et l'heroic fantasy. Ulysse Malassagne travaillera parallèlement en tant qu'animateur sur des projets comme Ernest et Célestine, en 2012. C'est alors que ses anciens camarades font leur grand retour. On est en 2014, et fort de leur apprentissage et là des contraintes d'exécutants, ils décident de fonder leur propre studio. Le studio commence assez modestement puisqu'ils s'installeront dans la mezzanine du studio d'un ami, à Paris. Ce petit recoin caché où il faut se baisser pour pouvoir rentrer, conduira à trouver le nom du studio, le studio La Cachette. L'ambition du studio est de prendre le contre-pied de la tendance de l'époque, en montrant à tout le monde que la 2D n'est pas encore morte. Ils trouveront leur patte graphique, ce côté très brut, les traits très gras, ce côté saccadé aussi dans l'animation. Les 3 amis commencent par créer un trailer basé sur l'une des BD d'Ulysse, Kairos justement, qui leur servira de démo. En parallèle, ils sont bien obligés de répondre à quelques commandes d'agences de pub pour payer les factures. Le studio commencera sur le projet du film Moon, le gardien de la lune. Un film en 3D, d'accord, mais il aurait demandé d'animer une séquence en 2D. Oui, faut pas pousser. En parallèle, Ulysse commence la production de sa série de BD Le Collège Noir de 2016 à 2019. Mais après ça, plus rien.
pas une seule offre. Mais en parallèle, leur ami va déménager et va leur laisser l'intégralité des locaux du studio. Ce qui va donner un second souffle au studio La Cachette, c'est les plateformes de streaming. Entre autres Netflix qui leur proposa d'animer un épisode de Love, Death and Robots, sous la direction de Owen Sullivan. Un peu déçus de ne pas pouvoir réaliser eux-mêmes, les producteurs ayant déjà une liste de réalisateurs bien arrêtée, La Cachette décide quand même de se saisir de cette opportunité pour faire leur premier projet ambitieux. Ce premier projet est extrêmement formateur. Et c'est surtout une espèce de synthèse de leur expérience respective. Leur méthode de travail est à la croisée des influences américaines, françaises et japonaises. Et là, l'heure de gloire arrive. Le célèbre Genji Tartakovsky les contacte pour réaliser la série Primal. Tartakovsky, c'est le laboratoire de Dexter, les Super Nanas, Samurai Jack, Hotel Transylvania, c'est pas rien. Cette expérience sera très formatrice et payante car Genji Tartakovsky convaincra Cartoon Network de garder le studio pour la longueur de toute la série, alors que la chaîne ne pensait au départ que leur confier 5 épisodes. Après cette opportunité, le studio est enfin prêt pour lancer leur propre production. Plus de commandes, plus de contraintes. Si, en 2022, Disney leur commande un épisode pour leur saison 2 de Star Wars Vision. Oui, mais après ça, la liberté, le fameux projet, celui qui a quand même donné le titre de ma vidéo. Fromage ? Toujours pas. En 2023 sort enfin l'adaptation en animé de la BD Le Collège Noir d'Ulysse Malassagne. Regarde ce qui brille, vois mon enfant. À l'origine pensée comme une série de 12 épisodes au format de 26 minutes, un changement de producteur de dernière minute fait rentrer ADN parmi les partenaires, qui en tant que premier diffuseur demande de passer à un format de 12 épisodes de 13 minutes, répartis sur 2 saisons. Nous y voici. Le Collège Noir, complainte d'Auvergne. C'est donc une série coproduite par ADN, mais aussi Toei Animation quand même, et le studio La Cachette. Forcément, Ulysse Malassagne sera lui-même le réalisateur de ce projet car il a une vision pour son univers. La série Le Collège Noir s'inspire de l'enfance de Ulysse dans le Cantal. Les personnages principaux sont pour la plupart inspirés des connaissances d'Ulysse. Le personnage principal, c'est bien sûr Ulysse lui-même, où s'inspire d'Oussama, Krum de son ami d'enfance. Quitte à faire dans les pics, dessine-moi un peu plus de muscles alors. Step est basé sur Stéphanie Mercier, bref, vous avez saisi l'idée. Passons au résumé. Dans un collège perdu au milieu des montagnes du Cantal, 5 jeunes collégiens passent les vacances de la Toussaint sous la surveillance de Léna, une pionne mécano mal lunée. Bravo pour l'accueil délicat. Les enfants trompent la routine en partant explorer les alentours en s'inventant des aventures de fantaisie. Mais en ce moment, leurs aventures se concentrent essentiellement sur la recherche de leurs camarades disparus. Jonas. Lorsque l'âme de leur camarade disparu leur apparaît en pleine nuit, les ados se retrouvent confrontés à la malédiction d'une terrible sorcière, qui les maudira et qui enverra à leur trousse des créatures terrifiantes du folklore français. Mais Jonas alors, comment apaiser son âme? Va savoir, Charles. T'as essayé de lui taper bien fort dans le dos? Quoi? La série est très fidèle à la BD, comme on pouvait s'y attendre, mais elle ne fait pas l'erreur de faire du copier-coller. Chaque idée va élargir l'univers et les arcs scénaristiques des personnages. On peut aussi remercier Magali Pouzol, qui a apporté son savoir-faire pour la structure de la série. Ce qui est très sympa dans Le Collège Noir, c'est le mélange de la légèreté de ses enfants, couplé à la dureté du monde de l'invisible. La BD visait un public préadolescent, et la série vise plus les adolescents. Vers 10-12 ans, on commence à avoir envie de voir des choses qui nous prennent pour des adultes un peu, et qui nous considèrent comme des adultes. Elle se permet donc de montrer du sang, d'être parfois très dur, et d'avoir un langage, d'ado justement. Les jeunes parlent comme des jeunes, c'est-à-dire ils disent des gros mots. Espèce de sale petite... Oh putain, il me saoule. Autant ça rend le tout très réaliste, ce qui est vraiment super cool, mais j'avoue que moi, je suis pas trop fan, je préfère le langage un peu plus chantier, ouais, un peu plus quoi. Mais la qualité la plus évidente de la série, c'est le fait de parler de légendes du folklore auvergnat, et de France en général, comme les sorcières, le croque-mitaine, l'incube. Pour preuve que l'ambiance de la série est très ancrée dans la culture auvergnate, l'intrigue de l'épisode 1 tourne autour du château de Branzac. Ce côté ancré dans la réalité renforce profondément l'immersion, tout comme le fait que le narrateur de l'histoire, c'est Ulysse lui-même. Procédé déjà utilisé dans la BD qui rend encore plus fine la frontière entre vérité et fabulation, entre mythe et réalité. Je me souviens de mon enfance, dans les montagnes du Cantal, à l'aube des années 2000. J'ai toujours eu beaucoup été fasciné par ces auteurs qui cultivent un peu un flou dans la frontière entre ce qui est réel et et leur travail d'auteur. Parlons de Ous. Et pourquoi pas Couette? Couette... Housse de lit, tu sais...
Mais c'est vrai que personne n'appellerait son enfant couette. Ous, c'est un citadin de la ville qui aime les mangas, les jeux vidéo et qui va venir au collège. Ça ne le réjouit pas trop, mais il apprendra très vite à apprécier ses nouveaux camarades et la magie de la région. C'est à travers ses yeux qu'on apprendra à connaître le folklore régional, et qu'on découvrira les autres élèves. C'est une super idée, mais qui questionnera sur l'importance du rôle de Ulysse désormais dans l'histoire, car même s'il est aussi le narrateur dans cette version, ce n'est plus en lui que le spectateur risque de se projeter. On ne peut donc plus trop le considérer comme le héros. Le rôle qu'occupe Ulysse est donc plus ténu. De soirée? Il en reste que Ulysse est un garçon courageux et talentueux. Il dessine pour ses amis et notamment pour Jonas. On verra qu'il était très proche de lui. Il semble en pincer pour Stepp, l'intello du groupe, et il s'attache très vite à Ous. Son meilleur ami, c'est Krum, la brute au grand cœur. Il y en a pas deux comme Crum. Crum, crum, crum. On dirait un oiseau à sa façon de voler. C'est un artiste. Stepp a un développement un peu différent que dans la BD. Ici, elle développera des aptitudes magiques. C'est un vrai plus qui lui confère bien plus de consistance. Ça a beau être la Hermione du groupe, elle reste tout de même assez réaliste, notamment grâce à ses nombreuses crises de colère qui lui donnent un peu de relief. Krum, c'est un petit peu les muscles du groupe. Moi j'ai plus beaucoup de muscles. Un peu benet, mais au grand cœur tout de même. C'est à la fois difficile de dire qu'il n'est pas extrêmement cliché et en même temps extrêmement attachant. C'est le meilleur ami de Ulysse et leurs interactions font très vrai. May, c'est la fille spirituelle du groupe. T'as rien trouvé de plus spirituel? Elle croit en l'ésotérisme et c'est plutôt normal dans son cas. Elle est très ouverte aux énergies qui l'entourent. Elle est un peu la voix de la raison et est assez naïve, ce qui n'empêche pas d'avoir son caractère. Elle se retrouve souvent dans le pétrin. Lena, c'est la pionne du collège. Elle est mécano et semble avoir un lourd passé. Elle n'est ni pédagogue ni très loquace, mais elle semble vouloir protéger à tout prix ses petits hooligans. C'est quoi un zooligan? Parlons maintenant de Jonas, le petit enfant disparu. Son nom est-il inspiré de la grotte de Jonas, en Auvergne? Il y a des chances. Ce personnage prend beaucoup plus d'importance dans la série et ça, c'est la meilleure chose qu'elle aurait pu faire. La tâche émotionnelle est plus forte, les relations avec le groupe aussi, le fait que la série commence comme une enquête crée tout un contexte, la saison 1 tourne autour de ce personnage qui mourra très vite dans la BD et qui n'était que l'élément déclencheur des aventures des collégiens. C'est vraiment une super décision. Décision. Bon, par contre, on constate très vite que ces personnages sont tous assez clichés. On a la brute, le héros classique, l'intello, la mentor bourru. C'est un peu du déjà vu, la BD ciblait les ados, et ça se sent vraiment. Le scénario est loin d'être original. Ce qui rend la série unique, c'est à la fois le contexte des légendes d'Auvergne, qui est vraiment une idée géniale, et le graphisme du studio La Cachette. Je tiens à préciser que les interactions entre les personnages sont très réalistes. Peut-être trop. Pas la peine de crier sur tous les toits. Mais bon, c'est un vrai point fort. Il y a aussi une attention toute particulière aux détails. Par exemple, lorsque l'on voit le carnet d'Ulysse, on voit des fautes d'orthographe, le genre de fautes d'orthographe qu'on fait au collège en fait. J'aime beaucoup l'opposition entre le côté cartésien de Stepp et le côté croyante de May. C'est moins flagrant dans la série, mais le principe est très cool. Deux amis vraiment très proches aux idéologies totalement inverses. Autre chose hyper cool, c'est l'introduction de ces personnages en mode Heroic Fantasy. Une idée de génie de la série qui nous présentera les personnages et leur rôle dans leur guilde. Stepp est donc la magicienne, May l'elfe, Crum le barbare, Ulysse le chevalier. Et Ous c'est le citadin. Donc on nous montre que ce qui caractérise Ulysse c'est le courage, on voit que Stepp aura un lien avec la magie, que May a du ressenti et est proche de la nature, et que la force caractérise Krum. Et Ous c'est le citadin. Ça nous montre aussi l'imagination des enfants et leur amour pour la fantaisie. On se croirait à la comté. Le fromage. Au niveau des méchants, on nous présente vaguement le mal absolu, représenté comme la bête de l'apocalypse, plus ou moins niveau design, avec 3 yeux et un triangle en haut de la tête. Et puis on a la sorcière, terrifiante et très semblable à celle de la BD. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais je l'aime grandement. Et puis elle est à poil. La série a une animation économique en mouvement, mais elle reste terriblement belle. Déjà grâce à un gros travail sur la luminosité, mais aussi sur les décors qui fourmillent de détails et sur les mouvements qui restent très dynamiques lorsqu'il le faut. Je n'ai pas trouvé un seul moment où la série est plan-plan et où je me suis ennuyé tout simplement parce qu'il y a une grande attention aux détails. Les détails sont présents en abondance. Le fromage? La série est pour moi hyper bien réalisée, le choix des plans et des angles de vue sont très pertinents, et puis cette notion de mouvement déjà importante dans la BD n'est pas négligée. Citons le travail de l'animateur Matteo Jermia, qui a su donner un réel impact à cette animation saccadée. Les chara-designs sont les mêmes que ceux de la BD, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est très minimaliste, mais que ça fonctionne extrêmement bien. C'est Gabriel Bismuth bien-aimé qui fait Krum. On va pouvoir faire notre film d'action. Claire Boignic qui fait Lena, Mathilde Carme qui fait Ulysse, Tu joues au jeu qu'a installé Krum en cachette. Mariette West qui fait Stepp,
t'as intérêt à garder ma sauvegarde et à me laisser jouer. Marjolaine juste qui fait May. Eh ben concentre-toi sur la pizza alors. Cécile Gâteau qui fait Jonas. C'est bon, tu touches plus à celle-là, je la range. Oscar Douyeb pour Ous, Thérèse Canet pour La Sorcière. J'imaginais à peu près ces voix-là lorsque je lisais la BD, ce qui est quand même un tour de force. J'aime particulièrement la voix de May et de La Sorcière. D'ailleurs, la voix de La Sorcière est faite par une comédienne qui sait parler le patois cantalou. Mais bon, franchement, c'est un travail parfait. Parlons de la musique, qui donne honnêtement 80% de l'ambiance de la série. Elle est parfaite. C'est une musique aux consonances médiévales composée par HPI. Faudrait plus d'handicapés comme vous dans la police. Tu suis pas handicapé? Je suis HPI. Sacré vous. Sinon, on l'appelle aussi Henri-Pierre Pellegrin, pour les intimes, et Xavier Terrassa. Le générique du début, qui nous avertit que le mystère se cache dans le banal, est interprété par Gabriel Yacoub, et est composé par Didier François. L'utilisation de la vielle à roue rend le tout assez angoissant, mais aussi très poétique. N'oublions pas non plus l'ambiance sonore, qui est très léchée dans cette série. Tu peux me prêter ta langue? Quoi tu dis? Les bruits des arbres, des feuilles, du vent. On s'y croirait et c'est là qu'on se rend compte qu'on est déjà immergé dans l'univers. Bref, je ne peux que vous recommander cette série où l'horreur se mêle à l'humour, où le quotidien se mêle à la magie, et où la magie se mêle à la mort. La mort! Celle du fromage du chapeau T2. Oula, je me suis embrouillé dans ce que je dis, moi. Sautez sur les 2 premiers épisodes qui sont disponibles gratuitement, et puis souhaitons longue vie au Collège Noir. Et oui, parce que c'est grâce à ce genre de série ambitieuse qu'on pourra redonner ses lettres de noblesse à l'animation française, mais aussi à l'animation 2D. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'une saison 2 vienne poindre le bout de son nez. On ne sait pas, on ne sait pas. On voit ma main, là. On la voit, on la... Consultez la description, je mets un article passionnant sur la production qui m'a bien aidé pour mon script, une vidéo certes en anglais et certes d'1 heure quand même, mais qui décrypte les références dans la BD, et puis 2 vidéos qui sont un petit peu sur le même modèle que moi, du Puits Animé et de Coinknard, et puis le lien vers les épisodes gratuits 1 et 2 évidemment. Alors maintenant, tu vas t'abonner mon petit gars, ok? Oh, c'est du bel ouvrage, faut admettre.